toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé la vidéo d'hier. Encore beaucoup de retours très positifs par rapport à cette vidéo. C'était une partie 2, on finira dans cette vidéo qui sera un peu plus technique cette fois-ci pour une partie 3 et on parlera essentiellement de Bitcoin et pas mal de news par rapport à tes targets, des prédictions de prix par rapport notamment à des banques systémiques telles que Goldman Sachs. Je fais un petit disclaimer par rapport à Goldman Sachs. Dans la cryptosphère et dans les marchés traditionnels, on parle de Goldman Sachs comme le démon, comme celui qu'il ne faut surtout pas écouter. Et JP Morgan, généralement un peu plus sympa, et avec des targets un peu plus réalistes généralement. Mais il semblerait bien que Goldman Sachs arrive à proposer des targets de prix relativement fiables et les atteigne. Et j'aimerais qu'on en parle ensemble parce que si la majorité pense que Goldman Sachs, on ne doit pas l'écouter. Dès lors, peut-être que le marché va faire l'exact contraire de ce que la majorité pense, donc écoutez Goldman Sachs. J'aimerais qu'on le confronte ensemble, donc je préférais vous prévenir par rapport à cela, parce que beaucoup peut-être vont réagir dans les commentaires. En effet, les prédictions, notamment des banques systémiques type Goldman Sachs, JP Morgan, sont bien évidemment prendre avec un maximum de recul, mais cela n'en reste pas moins extrêmement intéressant. On parle de tout ça maintenant. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter au Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, vous y trouverez dans l'onglet documentation une petite stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois que j'utilise moi de mon côté depuis plusieurs mois, plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme. N'hésitez pas à vous en imprégner, même si je suis moi de mon côté plutôt long terme comme investisseur. En tant qu'investisseur et non trader, je ne suis plus trader. C'est une dizaine de pages extrêmement simples à lire et à déchiffrer. N'hésitez pas, c'est gratuit. Venez directement sur le Discord là. Télécharger. On parle Bitcoin, je vous ai tiré beaucoup d'obliques, plein de petits traits qui représentent des targets de prix et on va les prendre ensemble. Extrêmement simple. On commence en weekly avec la MA200, target de prix exactement les 22 000 $. On commence également avec une MA200, mais en 3 jours. J'ai vu ça beaucoup passer dans les commentaires, donc peut-être que vous avez vu quelqu'un en parler. Je crois que CMA avait fait un travail là-dessus par rapport à une Discross et une Golden Cross, je crois, par rapport à 3 jours. Je rappelle que les Discross, Deathcross ou Discross et les Golden Cross sont applicables que sur une time frame en daily. Après, ça reste des croisements MA50 et MA200 si vous voulez les jouer n'importe quel time frame, bien évidemment. On a la MA200 en 3 jours qui représenterait en forme une fractale avec une baisse de 50% si on la break. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Si on vient la breaker, ça nous revient exactement aux 20 300 $. Exactement les 20 300 $. Juste ici. En somme, c'est une fractale qui tend à se répéter. Quand on vient à breaker en fait cette MA200 en 3 jours, vous baissez de 50% et on se retrouve exactement sur les 1300. Je fais un petit tour en arrière. Comme ça permet d'avoir une vision un peu claire par rapport à beaucoup d'indicateurs qu'on peut utiliser. Vous voyez ici, on la break, moins 43%. Vous voyez ici, on la break par le bas. C'est un petit peu ce qu'on est en train de représenter. On rebaisse à peu près de 50%, etc., etc., etc. C'est à peu près ce qui s'était également passé ici. Donc si on joue avec la MA 200 en 3 jours, dans D3, à ce moment-là, il faut compter pour reproduire ce type de fractal à peu près moins 50% pour arriver à une target de 20 300 $. On continue avec des extensions de Fibonacci, cette fois-ci en logarithmique, parce que les Fibonacci fonctionnent très bien logarithmique. J'avais répondu à un commentaire directement dans le Discord, je ne sais plus dans quel salon, je l'épinglerai, peut-être ça peut être intéressant pour remettre en adéquation en fait cette compréhension par rapport à une visibilité logarithmique, parce qu'on a tendance à tracer des droites en logarithmique, ce qui sert strictement à rien, parce que ça revient à mettre des droites de tendance, ou des triangles, ou des patterns, sur des pourcentages. Donc si vous voulez en réalité tracer des droites, je vous le fais très très rapidement, si vous voulez tracer des droites de tendance, en réalité c'est pas des droites qu'il faut tracer en logarithmique, c'est plutôt des courbes, d'accord? Tout simplement. Hein. Donc ça c'est quelque chose de plus juste en logarithmique en réalité. Mais en effet c'est tout de suite moins sexy. Pour le coup, j'avais fait une petite présentation, et j'avais répondu à un des membres du Discord par rapport à cela. On ne va pas y revenir, vous avez beaucoup d'informations sur YouTube à ce sujet. Extension Fibonacci sur un ratio de 1, c'est également une fractale. Donc je vais rester en logarithmique et on va se le faire en weekly. Sur une extension, vous allez chercher des tops de marché, vous allez chercher des précédents bottom de marché en weekly, vous allez chercher une target juste ici par rapport à un précédent high, et vous allez chercher une target de 1 exactement sur les 22 000
23 000 $ exactement. On arrondit, c'était à 900 et quelques, donc 23 000 $ pour cette extension. Est-ce que ça s'est déjà produit? Et évidemment que ça s'est déjà produit. Ça se produit extrêmement souvent. Vous allez chercher les targets, on va chercher les bottoms, vous revenez ici, on vient chercher les targets de 1. On va pas chercher un 610, on vient chercher les targets de 1. Et on peut le faire extrêmement souvent. Tout ça en logarithmique. Les extensions de Fibonacci fonctionnent très bien en logarithmique puisque en fait on les joue également en logarithmique. Vous voyez, c'est exactement pareil. Vous avez un crush, vous cassez les précédents lots ici, on revient rebondir et derrière on prend une target de 1 de Fibonacci. Ici, nous amènerait à 23 000 $. Tous les chemins mènent à Rome et visiblement tout le monde aimerait qu'on aille sur les 23 000 $. On peut continuer, notamment avec Ichimoku Kinkoyo. Je reste en weekly également. Donc si vous prenez Ichimoku Kinkoyo ici, je ne vais pas le faire, mais parce que je l'ai juste noté. Si vous prenez la SSB en weekly, ça revient à 23 000 $ par rapport à un point bas juste là. Hein, la SSB par rapport à un plateau ou à un plat, c'est un peu le dernier support qu'on peut imaginer. Sinon, vous regardez Ichimoku Kinkoyo, c'est ultra baissier. Si vous prenez la Tenkan plus la SSB en weekly, vous avez 37 000 $. Mais ça, c'est plutôt pour le bullish, donc je vous le dirai juste après. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des points d'aversion. Donc on reste toujours dans le bearish, mais vous avez des points d'inversion. Les points d'inversion, c'est extrêmement simple à comprendre. C'est lorsque votre capital ou votre position, votre capital d'investissement passe sous la limite des 50%. C'est très psychologique, ça a été prouvé maintes et maintes fois, et ça marche très bien sur les marchés financiers dans le trading. Lorsque vous avez 10 000 € de capital, au moment où vous passez en dessous des 5 000 $ ou des 5 000 €, vous avez ce qu'on appelle un point d'inversion. Ça devient beaucoup trop douloureux pour vous. Dès lors, on rentre dans des phases de capitulation. C'est exactement ce qu'on a connu juste là. Si vous prenez les tops de marché, si certains ont acheté les tops de marché aux alentours des 65 000 $, je sais qu'il y en a, vous avez pris moins 60%, vous étiez déjà extrêmement mal lorsqu'on était chercher les points bas ici. Vous voyez, c'est des vrais ratios qui sont très très bien représentés. 50%, point d'inversion, ici il y a eu beaucoup de capitulation. C'est tout à fait normal. Vous avez un autre point d'inversion. Si vous avez acheté ce W Weekly, qui est juste magnifique ici, hein, je vais repasser en weekly. J'étais en 3 jours, mais je vais rester en weekly. Et je vais effacer ma petite EMA 200. Ici, vous avez pris le break et vous allez chercher en faire un point d'inversion à moins 50%, qui nous ramène encore sur les 22 900 ou 22 800 $. Point d'inversion. C'est ici, entre guillemets, le cluster de capitulation pour tous ceux qui sont rentrés sur ce W Weekly dans un contexte de suivi de tendance. Si vous êtes trader de suivi de tendance, techniquement, vous avez quasiment tout sorti puisque vous avez mis généralement votre stop loss en dessous de la précédente structure et vous avez eu raison. Il faut couvrir son capital si vous êtes trader. L'objectif, c'est pas de faire un trade et de mourir si jamais vous avez malheureusement perdu. Évidemment, attention au levier. Donc ça, c'était tout ce qui était côté bearish. Je rappelle également, j'ai fait un petit tour sur Twitter, un petit tour sur YouTube, il y a pas mal de petits questionnaires qui tournent et des petits sondages, j'en ai pas fait un, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous en parler. J'ai représenté à peu près 5000 personnes, 7000 personnes de la cryptosphère sur plusieurs sondages, et je vous dis à peu près ce que j'en ai tiré. Il y a 85% des personnes qui pensent que ça va aller plus bas. En somme, 85% des personnes qui sont actuellement exposées sur les marchés financiers, notamment crypto, pensent qu'on va aller là-dedans. Et sur les 85%, il y en a 20% qui pensent qu'on va faire un petit rebond. C'est intéressant parce que là-dedans, j'ai pas mal de trucs qui sont très intéressants également. Des grosses résistances ici. On peut imaginer qu'ici, il y a des énormes supports. Et derrière, pour aller faire un nouveau plus bas. Et il y en a 15% qui sont plutôt bullish, qui pensent qu'on a trouvé les bottoms de marché. Et évidemment, c'est impossible à dire s'il y a des bottoms de marché, puisque de mon côté, j'attends des structures de marché pour pouvoir définir ou pas des bottoms de marché qui sont solides et qui sont définitif. Ici, il y avait des bottoms de marché définitifs, ça a plutôt bien fonctionné. Ici, il y avait des bottoms de marché dans du suivi de tendance, ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas tout le temps. C'est très important, ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais c'est comme ça que j'identifie des bottoms de marché. Moi, de mon côté, généralement, weekly. Vous en avez, plus vous allez dans des petites time frames, plus les bottoms de ce marché seront pas forcément puissants, et plus vous montez dans les time frames, plus ils seront puissants, tout simplement. Ça, c'était extrêmement important. Donc, une idée, une approche, une psychologie plutôt bearish, tout le monde pense qu'on va aller sur les 20 000 $, et je vais peut-être casser un petit peu cette idée-là par rapport à une fractale qu'on a déjà vue précédemment, mais on va peut-être y aller, mais pas comme vous le pensez en réalité, et j'aimerais juste vous donner ma réflexion par rapport à ça. Côté bullish, donc vous avez 37 400, 37 800 et 39 000 $, donc ça représente la Tenkan par rapport en weekly à la SSB, le haut du nuage. En weekly, donc c'est 37 400 $, vous avez la King June en mensuel. Cette fois-ci, on peut la représenter extrêmement facilement. Juste là, je vais reprendre Ichimoku Kinkoyo. Vous allez chercher en mensuel, et là, vous avez en réalité la King June qui est juste ici, sur les 40 000 $ ou 39 000 $. Voilà, juste ici.
formidable. Ça, c'est un bon point d'avis, ce sera une forte résistance. Parce qu'après, si on retourne, entre guillemets, entre notre Tenkan et notre Kinjun, pour le coup, on serait en fait dans une forme de neutralité. Notre Chikuspan est toujours haussière en mensuel et la dynamique long terme en mensuel reste haussière. Pourquoi? Parce que les précédents lots sont ici, ça fait peur, mais c'est la réalité, ils sont en dessous des 4000 $. Ok? Donc jusqu'à preuve du contraire, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le bear market, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, en réalité le plus facile à faire c'est vous passer en mensuel et il n'y a pas de bear market et il n'y en a jamais eu en réalité. C'est très simple. Pour moi, j'ai annoncé qu'on était en bear market. D'autres influenceurs que moi l'ont annoncé bien avant. Et généralement, ils sont plutôt traders. Ces gens-là qui l'ont anticipé, ils l'ont pas forcément prédit, mais ils l'ont plutôt anticipé un tout petit peu avant. Moi, c'est pas compliqué du tout. Je passe en weekly et je vais chercher des highs, des lows, des highs, des lows, des highs, des lows et terminé. On est passé sous les précédents lows, au revoir. Voilà, pour moi, cette dynamique long terme est baissière. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire ça, parce que c'est potentiellement ce qu'on pourrait faire, je dis juste que ça va être difficile de faire ça. Et c'est pas une mauvaise chose. Si les gens ne sont pas d'accord avec cette hausse, c'est pas une mauvaise chose. Ok? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que les deux derniers points, on va parler d'un coup de maître, et on va parler d'une entrée parfaite. Ok? Super important. Et ça, on en parlera à la fin de la vidéo. Donc ça, c'était de ce côté-là. On a aussi sur les 39 000 $, et je finirai cette explication sur ce 8e point par rapport à notre volume profile, très simplement. Je reste en weekly, et on a un point, en fait, une agglomérat, si vous voulez, d'ordres qui ont été exécutés exactement sur les 39 000 $. Dès lors, ici, ce sera une résistance relativement forte. Ok? Là, ce sera une grosse résistance. Donc vous avez beaucoup de clusters qui sont ici. Donc ici, vous avez des grosses résistances, Ichimoku Koyo parce que c'est baissier, etc. Vous avez des ratios, Fibonacci également. Et ici, vous avez en fait des énormes supports. Et le seul support qu'on voit indirectement, c'est juste ici au niveau de notre ATH. En réalité, je viens de vous prouver qu'il y a des targets de AB égale CD, des retracements Fibonacci, des EMA 200, des 3 jours, des points d'inversion, des SSB en weekly, etc. qui représentent en fait, si vous utilisez ce type d'indicateur technique, des énormes supports. Ok? Donc ça, c'était extrêmement important. Ce qui est plutôt rassurant, pour le coup, c'est que ma target et mon scénario s'annulent si on vient à travailler et clôturer sous les 20 000 $. Ce qui est en réalité le moins probable. Mais c'est toujours pareil. Pourquoi? Parce qu'en weekly, c'est relativement haussier. On a beaucoup de personnes qui sont en train de shorter ce marché un petit peu debout sur la table. Et ça, on peut faire un tout petit tour sur Cognali. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti. Moi, ça me fait plaisir de voir ça. On a rarement eu des fonds de nig aussi négatifs. On a l'open interest qui grossit. Regardez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ce ratio long short qui commence enfin à se rétrécir doucement. On est passé aux alentours des 55-45. Nous avons l'open interest qui grossit, le funding dans le négatif. On est en train de poser les jalonnements d'un rebond technique, potentiellement à Dead Cat Band. Ok? Parce que je le rappelle, si on vient là-dedans, sur cette résistance et qu'on tombe, c'est ni plus ni moins qu'un Dead Cat Band. Pourquoi? Parce que vous tirez votre Fibonacci, si on a trouvé des bottoms provisoires, on sera sous un premier arrêt. Et tant que le premier arrêt ne cède pas, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Le plus bas, c'est juste en dessous des 25 000 $, me semble-t-il. Pardon, j'étais... Oui, c'est... Ah, mais j'étais reparti dans... J'ai pas les bons ratios. Ah oui, non, mais je regardais jusqu'à côté. C'est parce que c'est les autres trucs que j'ai par rapport au M1. Pardon, je viens de dire des bêtises. Donc 26 500 $. Excusez-moi. Vous avez également, et on le dit souvent, hein, le petit gap CME, juste ici, de mai 2022, qui a été fait sur un petit gap de rupture par rapport à la brisure de ses précédents lots. On tendra à venir le combler. Donc beaucoup de confluences qui peuvent venir en fait à aller chercher ce petit gap CME pour aller potentiellement le combler si vous êtes trader et que vous êtes actuellement dans ce tout petit range. Je vais passer en 1 heure, comme ça je parle aussi aux traders et je pense que c'est important. Vous avez un point de sortie ici. Hein, attention les guerriers quoi. Ne pensez pas qu'on se met en levier x10 ou x20 ici et que derrière on va targeter les 66 000 $. C'est pas dans ce contexte de marché qu'on va devenir millionnaire. Et surtout pour les traders à levier un petit peu trop motivés qui essayent de se refaire. Énorme vigilance. Prenez des take profits, doucement mais sûrement, et travaillez des fractales et travaillez des setups de trading. Ce que vous êtes en train d'imaginer là, ça se reproduira peut-être 10 fois dans l'année. Peut-être 1000 fois dans les 5 prochaines années. Peut-être 10 000 fois dans les 10 prochaines années. Si ça marche, plus de la moitié du temps, vous avez gagné. Ok? Donc c'est super important. C'est comme ça qu'il faut anticiper et travailler en fait des setups de trading. Voilà. Ça, c'était la première chose par rapport à des résistances et des supports, complètement logique, sans aucun problème. Au niveau de nos indicateurs techniques, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu les chercher. On a une contraction actuellement sur notre MACD en weekly, je vais y repasser juste ici. Je vous le dis et je le répète, si on vient à cross
cette compression weekly qui tend en fait à donner une énorme impulsion soit à la hausse soit à la baisse, si on vient clôturer en weekly au-dessus de nos 209 par rapport à notre MACD en 12, 20, 26 et 9 périodes, c'est un signal haussier qui est généralement en avance. Ok ? Vous n'aurez pas forcément de structure sur le prix, parce que si on part en V-bottom, vous n'avez pas de structure sur le prix, mais ceci sera un signal relativement fort, relativement bon. C'est exactement ce qu'on avait vu en février 2020, etc. Et ça a plutôt bien fonctionné pour ceux qui étaient là en 2020 et en juin 2020. Ok ? Donc soyez très vigilants à ça, parce que ce serait relativement propre au niveau du RSI en 21 périodes. On est relativement baissier, par contre, en daily, on a des divergences qui sont en train de se mettre en place, vous l'avez très bien ici sur le Socrate, elle vient d'être confirmée. Donc vous avez bien un W en daily, sur le RSI en 21 périodes. C'est une structure, ça fait beaucoup du bien de l'avoir, et puis on était retrouvé ici par rapport à la capitulation précédente, on est quasiment venu sur des mêmes niveaux d'absurdité ou d'extrême sur notre RSI. Généralement, on regarde plutôt la neutralité du RSI pour prendre une décision, donc attendez bien qu'on vienne au minimum sur les 50 pour prendre une décision. Vous verrez de toute manière des structures se former, on a à peu près les mêmes choses. On ne traite pas les extrêmes sur le RSI, c'est extrêmement compliqué, sauf si vous êtes plutôt scalper, etc. Et puis vous pouvez prendre du contre-tendance, mais soyez vigilants par rapport à ça. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à ces résistances, etc. Et on va faire un tout petit tour de ce côté-là, sentiment de marché, order flow et au niveau de Kingfisher. Bon, on a le moral dans les chaussettes. On a rarement vu un extreme fear aussi puissant. Je vous le dis, la dernière fois qu'on a vu un extreme fear, donc extreme peur aussi puissant, bah c'était lors du crack Covid de mars 2020. C'était pas lors des précédents bottoms. Alors que, honnêtement, pour ceux qui y étaient, je pense que vous étiez nombreux à y être, en été 2021, c'était Bitcoin à 20 000, c'était assuré en fait, c'était garanti, c'était tout le monde rachetait du Bitcoin en dessous des 20 000 $, il n'y avait pas de problème. Et bien actuellement, le sentiment, si on peut se fier à ce type d'indicateur de Free on Grid, c'est honnêtement, on est encore plus dans la peur actuellement qu'il y a 6 mois en arrière, ou un an en arrière, quasiment un an en arrière maintenant. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était plutôt en mars 2020, et après c'était en août 2019, sur le W-Weekly derrière. Ok, c'était super intéressant et super important de le signaler. On fait un petit tour par rapport à nos whales qui continuent à accumuler dans la masse entre les 28 000 $ et jusqu'au maintenant 15 000, 20 000 $. Il y a beaucoup d'ordres. On peut partir, je suis sur Coinbase actuellement, donc il y a beaucoup d'acheteurs entre guillemets sur Coinbase, beaucoup moins de vendeurs, donc les gens veulent acheter bien évidemment moins cher. Si on part sur des Deribit, on essaie de structurer un range jusqu'aux 40 000 $. Intéressant, 40 000 $ au niveau de nos petites résistances. Et je vous parlerai en fait de ce 40 000 $. On s'en souviendra de ce 40 000 $ par rapport à éventuellement une entrée parfaite. On continue sur Bitfinex. C'est quasiment all-in. Il n'y a plus vraiment rien. Il n'y a plus grand chose au sud. Et il n'y a plus grand chose non plus au nord. Je pense que maintenant, ce qui va leader le marché, ce sont plutôt les ordres au marché ou les ordres market qui font réellement le prix. Et généralement sur le spot. Le spot, on le voit très bien ici sur le CVD. On va essayer de le retrouver. Hop, coucou CVD, est-ce que tu es là? Voilà, on a quand même de l'achat spot ici, on voit que le CVD continue à monter sur le spot. C'est exactement ce qu'on veut voir. Si on aurait vu ça alors que le prix continue à monter par exemple, et on voyait quelque chose plutôt comme ça, à ce moment-là je dis, c'est vraiment dommage parce qu'il y a trop de personnes qui sont à levier d'achat et en fait qui font monter artificiellement le prix. Puisque comme vous prenez des contrats futurs sur les perpétuels, notamment sur Binance, FTX, etc., bah, l'échangeur se doit d'avoir le collatéral, ou les market makers se doivent d'avoir le collatéral. Donc ils achètent les bitcoins à votre place finalement. Vous ne les détenez pas parce que vous êtes sur des contrats futurs, mais eux les ont. Donc techniquement, ils les achètent. Mais ils les détiennent déjà. Donc ça n'influence pas au niveau des exécutions d'ordre sur le spot. Et évidemment, 99% des achats sur les contrats futurs au niveau des market makers se font OTC. Ça veut dire que ça n'apparaît pas sur les order books et ça n'apparaît pas sur les carnets d'ordre. D'accord? C'est super important. Ce qui est bien apparu par contre, ou ce qui est un tout petit peu apparu, c'est la liquidation de plus de 80 000 bitcoins de la fondation Terra Luna, notamment sur Deribit, je crois, ou Gemini, pardon, et Binance. Ça, on l'a vu passer, et ça a bien fait flusher le cours. Et puis derrière, il y a quelques initiés et quelques informés qui ont bien appuyé aussi derrière la tête, qui nous ont envoyé le bitcoin à 26 500 $. Sur d'autres échangeurs, c'est tombé un petit peu plus bas. Ça, c'était aussi assez important. On est dans les chaussettes au niveau du moral. Je reprends par rapport à toutes les altcoins. Donc là, c'est le funding rate hors Bitcoin et Ethereum. On est complètement dans les chaussettes. C'est plus, et j'aimerais vraiment vous faire réagir par rapport à ça, c'est plus que la capitulation qu'on avait vue lorsqu'on avait perdu 55% avec des bougies qui étaient bien plus grosses que maintenant. On a un funding bien plus négatif. Ok ? Donc, il y a des personnes qui veulent voir ce Bitcoin moins cher. Et en réalité, c'est logique. Ça baisse, donc on baisse. On vient d'arriver sur les marchés, on s'est fait dérouiller.
On revient sur les marchés, je remets, je me fais encore dérouiller. À ce moment-là précis, je suis baissier. Dès lors, je pense que ça va aller plus bas. Et j'ai un coup de génie. J'ai une idée de génie. Je vais vendre les 30 000 $ pour acheter les 20 000 $. Vous imaginez que si je fais un levier x10, parce que ça ne peut pas aller plus haut, évidemment, ça ne fait que aller plus bas, et ben je gagne 30% et je peux racheter plus de Bitcoin. Ne faites surtout pas ça. Parce que là, pour le coup, c'est exactement ce qu'on est en train d'anticiper, notamment sur les perpétuels. Je pense que beaucoup de gens font ça. Et on le voit bien dans les sondages. Si les gens marquent que je veux acheter du Bitcoin à 20 000 $ parce que je sais qu'il va aller à 20 000 $, la plupart du temps, pour se refaire, on le joue. Alors, vous êtes dans la tendance, oui, mais c'est super compliqué à faire. Et on le voit très très bien sur Kingfisher. Ça commence à s'agrémenter. Vous avez des clusters qui sont énormes. Et c'est pas des petits leviers, là. C'est des leviers x50, x100, parce qu'on part à 20 000, quoi. Doucement. Cool. Ça va le faire, mais ça va être difficile sur les petites time frames. Voilà, je voulais juste vous alerter et vous avertir par rapport à ça. On a surfé sur tout ce que je voulais vous montrer. J'aimerais vous parler maintenant de quelques news et à la fin de cette vidéo, je vous parle d'une entrée parfaite et un goût de maître parce que je pense que ça peut vraiment le faire. On continue dans le rebond et dans la répétition de la vidéo d'hier et d'avant-hier. Si vous ne les avez pas vus, ça peut être intéressant. J'ai eu beaucoup de retours extrêmement positifs qui changent un petit peu de l'analyse chartiste et l'analyse graphique qu'on peut faire comme actuellement. On rentrera en plus dans le détail dans les prochaines vidéos parce que je voulais vraiment refaire un point un petit peu parce qu'on est dans des moments un petit peu incertains et de grandes difficultés psychologiques et émotionnelles. Donc je trouvais ça intéressant peut-être de repartir sur cette direction-là dans les quelques vidéos depuis le début de la semaine. Je vais parler des échos. Goldman Sachs donne des congés illimités à ses dirigeants et à cadres supérieurs. Je vous le dis, dans les grandes banques systémiques, généralement pendant les crises, c'est eux qui se gavent le plus. Donc je pense qu'ils ont déjà gagné la crise, entre guillemets. Donc on va faire des congés illimités à nos dirigeants, à tous nos employés, qui devront au moins 15 jours de repos par an. Ouais. Bon, chez nous on a 5 semaines pour le coup, plus peut-être pour ceux qui m'écoutent, moins peut-être pour ceux qui m'écoutent également. Généralement c'est 5 semaines en France, et en Belgique je crois que c'est pareil, me semble-t-il. Bref, ou 4 semaines, je sais plus. Bon bref, en tout cas on invite quand même les employés de Goldman Sachs de prendre au moins 15 jours de repos, et pour les dirigeants, etc., et pas mal de cadres dirigeants, c'est repos illimité, c'est eux qui décident. Parce qu'ils ont tout prévu, en fait, hein. Tous les order books sont bouclés, toutes les options, entre guillemets, et tous les collatéraux sont bouclés pour l'année, il n'y a plus de problème. Je le rappelle souvent, généralement, ces mecs-là font leur année, entre guillemets, les 3 premiers mois. Donc, ils ont revu leurs prévisions à la baisse, ils sont passés de 2,1 à 1,6, etc. Donc, techniquement, s'il n'y a pas de gros problèmes, logiquement, tout devrait se passer comme ils le disent, jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne subissent pas le marché, eux. Eux le font. Ce qui est plus intéressant pour le coup. Vous voyez ? C'est très important. On continue. L'ancien PDG de Goldman Sachs avertit les Américains de se préparer à la récession économique. Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est très intéressant parce que c'est rare, en réalité, qu'on pousse ce type d'information. C'est relativement rare. Et c'est passé le 17 mai 2022. Dès lors, il est toujours président du directoire. C'est l'ancien PDG de Goldman Sachs entre 2012 et 2018, me semble-t-il. Je ne sais plus. C'était marqué peut-être quelque part. De 2006 à 2018, pardon. Bon, grosso modo, c'est un mec qui sait à peu près de quoi il parle. Même si c'est un monstre, vous pouvez le définir de tous les noms d'oiseaux que vous voulez. Techniquement, il le dit et il y a des gens qui l'écoutent. Et ce n'est pas des petits portefeuilles qui l'écoutent généralement parce qu'ils gèrent des fonds sous-jacents qui sont relativement importants. Non, ce sont des très grosses banques systémiques et des gestionnaires de fonds, des grosses entreprises, des gros portefeuilles, des family office, etc., etc. Bon, en somme, il dit, si j'étais une entreprise, je mettrais peut-être de l'argent de côté et je pousserais pas trop sur les recrutements. Et si j'étais un particulier, je mettrais peut-être un peu d'argent de côté et puis je ferais un petit peu de provision et puis je partirais pas forcément en vacances. Je vous résume un peu le truc. Protégez-vous, quoi. Protégez-vous dans la douleur. Ne dépensez pas votre argent, c'est à peu près ce qu'il préconise. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais ce qui est très intéressant dans cette didactique, c'est qu'il l'annonce. Ok. Donc s'il l'annonce, partez du principe que ça va très probablement arriver. On n'y est potentiellement pas, mais on est en train de le pricer. C'est ça la vérité, c'est qu'on est en train de pricer la récession. Parce qu'ils en parlent. Et je vous expliquerai et je vous donnerai pourquoi je pense ça. Parce que c'est intéressant de le dire, parce qu'on a une news, mais on va reprendre toujours par rapport à des fractales. On continue. Goldman Sachs évoque le risque de récession aux US et abaisse ses prévisions de croissance. On vient de le dire, il y a beaucoup d'informations dans ce sens-là. Je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce qui s'était passé, parce que dans les vidéos d'hier et d'avant-hier, et notamment sur le Discord, on parlait des matières premières, qu'elles étaient explosives, le pétrole avait pris 100%, enfin, même beaucoup plus si on prend par rapport au perpétuel négatif qu'il y a eu pendant la crise de Covid. Derrière, en réalité, c'était sur des plateaux hauts, et on se retrouve avec une chute sans précédent, c'était 2014-2015. Intéressant. Donc matières premières, l'effondrement en cours promet d'être durable. Donc on était passé d'un baril de 120 ou 130 ou 115 $, on était passé sur les 40 $ ou les 30 $. Donc il y a eu une chute de la demande des matières premières.
Pourquoi? C'est extrêmement simple en réalité. Vous savez, c'est bête et discipliné. Les gens vont là où ça monte. Et les institutionnels et la smart money va là où ça monte. Donc ils poussent au maximum les matières premières. Vous prenez le blé, vous prenez le pétrole, vous prenez tout ce que vous voulez. En cas de récession, bah malheureusement, moins de croissance, donc moins besoin de matières premières, chute du prix des matières premières. Que du bon sens en réalité. Donc c'est exactement ce qu'on a observé. Ici, vous étiez sur un plateau entre 2011 et 2014, ça a duré longtemps, un prix du pétrole. Je vous invite à reprendre le prix à la pompe à cette période-là, alors que le prix du baril est exactement au même niveau aujourd'hui. Comme ça vous permet en fait de mieux comprendre et de mieux assimiler l'inflation. On ne la voit pas, mais en fait quand vous prenez des laps de temps de 10 à 12 ans, vous comprenez qu'en fait, il n'était pas à 2 euros le litre d'essence, parce qu'actuellement, on a éventuellement toujours les petits 15 centimes de dollars, vous savez, d'euros du gouvernement. Donc, on devrait payer aujourd'hui notre litre d'essence entre 2,10 euros, 2,05 euros et 2,15 euros. Or, entre 2011 et 2014, il n'était pas à 2,10 euros, 2,15 euros, alors que le prix du pétrole, du baril, était au même niveau. Je vous laisserai faire vos recherches de ce côté-là. On a eu effectivement un effondrement entre 2014 et 2015. Effondrement des matières premières. Qui en a profité? Ça, c'est intéressant de le voir. On va faire juste un tout petit détour par rapport au S&P 500 et on reviendra après sur Bitcoin. Restez avec moi, je trouve ça tellement intéressant, moi, mais c'est... non, je vais pas aller là, je vais aller plutôt là-bas. S&P, donc c'est SPX, pardon. On revient. Toujours pareil, bête et discipliné, on va aller chercher du 2015. Qu'est-ce qui s'était passé? Hop, ici, lors de l'effondrement, entre guillemets, des prix des matières premières. Bon, une espèce de petite stagflation, là, on a un petit peu galéré, on a travaillé, hop, on fait un petit W weekly, on va pas chercher les précédents tops de marché, on est toujours sur les indices, il y a beaucoup d'entreprises qui ont performé, bien évidemment, c'est un indice représentatif, le Nasdaq c'est assez similaire, on va chercher les précédents supports de marché, on fait une chasse à la liquidité, et on prédisait déjà la récession, hein. Goldman Sachs avait dit en 2017 récession, derrière, on repart, mais on n'a pas vécu les moins 70%, hein, d'accord? On n'a pas fait, du moins, le mot qu'on a fait, c'est moins 14%. Jusqu'à preuve du contraire, actuellement, on a fait le double. Donc je pense qu'on a déjà bouffé une très grande partie de notre baisse. C'est ça qu'il faut regarder. Hein. C'est surtout les pourcentages sur les indices, c'est intéressant. Et pas en logarithmique, hein. En linéaire, enfin en exponentiel, c'est très intéressant. On a perdu que 14% alors qu'on avait eu un effondrement des matières premières. Dès lors, s'il y a un effondrement des matières premières, et entre 2015 et 2017, entre guillemets, on pense qu'il y a une récession, pourquoi ça monte en fait ? Parce que s'il y a une récession, bah, les entreprises font moins de bénéfices, ouais, mais les entreprises ne font pas de bénéfices parce que comme ils virent des gens, ça fait du bien aux actionnaires, et l'histoire se répète inlassablement. Ce que je vous dis, vous l'avez déjà entendu maintes et maintes de fois. On trouve toujours des solutions. Et il y aura des réponses politiques, des aides, de la dette, lever encore de l'argent sur les marchés financiers, etc. Vous connaissez la musique. Donc très potentiellement qu'on est encore, et ça permet de rebondir par rapport à ce que je vous disais encore dans les vidéos d'hier et d'avant-hier, sur ce qu'on est peut-être probablement là-dedans en réalité. Et qu'on a vécu peut-être, on est en train de structurer potentiellement des bottoms de marché. Ça, c'était extrêmement important également. On continue, ça je vous l'ai dit, on continue. Baisse de l'euro face au dollar, la leçon de l'histoire. Je vous ai retrouvé un truc de 14 octobre 2014. Alors, on s'en fiche en fait, c'est 2014, 2015, 2013, mais c'était juste pour vous donner le truc par rapport au target qui était donné par Goldman Sachs à ce moment-là. Nous avons évoqué il y a peu la possibilité d'une forte dépréciation de l'euro. La devise européenne aura certes des difficultés à franchir le seuil symbolique des 1,20€ pour $1, mais passé ce seuil, le mouvement pourrait porter l'euro bien en deçà de ce niveau. Et ce que prédit notamment Goldman Sachs à l'horizon 2017 est une projection de 1 pour 1 qui nous paraît, à ce truc, la tribune, relativement crédible. En somme, Goldman Sachs, en 2014, prédisait une parité euro-dollar à horizon 2017. On se le fait en 1000. Est-ce qu'ils sont gentils, est-ce qu'ils ne sont pas gentils, est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison? On y va. Euro-dollar. Ah ouais, c'est intéressant de regarder ça et d'aller chercher un petit peu les idées. On y va. Alors, ça nous donne quoi? Euro-dollar, on était en 2014, on était ici, on va avoir du mal à franchir la parité des 1,20$. On va reprendre exactement le truc, pardon. C'était exactement le... Pardon. Je vais effacer ça à chaque fois parce que ça sert à rien de le garder, je suis désolé. Sinon, je m'y perds après, vous savez. 14 octobre 2014. On vient vraiment le 14 octobre 2014. Et je reste en délit parce qu'on y est. Allez, 14 octobre 2014. Regardez. 14 février, mars, avril, mai, juin, août, c'est ça, octobre. Voilà, ici. Donc on venait d'arriver sur des précédents espèces de supports ici. Je vais passer en weekly, on verra beaucoup mieux, je pense, finalement. Voilà.
On était sur une espèce de plateau. Est-ce que c'est une méthode de wake-off de distribution ou de réaccumulation? Je vous laisserai éventuellement regarder de votre côté. On arrive ici, ils font le truc et Goldman Sachs dit on pense qu'il y aura une parité euro-dollar courant 2017. Mais ça va pas durer très longtemps. En fait, ils vous ont dit qu'ils allaient tuer l'euro là. Ils l'ont dit. Ils ont dit, bah voilà, nous on pense qu'il va y avoir une parité euro-dollar d'ici 2027. Ils vont pas vous dire demain on va tout faire sur le forex pour vous exploser la tronche. Ils vous disent qu'on va mettre tout simplement le dollar à la parité de l'euro. Ou l'euro à la parité du dollar. Ça va pas louper, ils l'ont fait en l'espace d'1 mois et demi, quoi. Ou 2 mois, 3 mois. Allez, 3 mois jusqu'à mars. 1 an, pardon, allez. On va aller chercher, on va le faire 1 an. Mars 2015, on était à 1,04$, 1,04€ pour 1 dollar. Intéressant, hein? Et bien évidemment, comme ils ont toujours raison, ça a continué une fois, 2 fois, jusqu'en 2017, évidemment. Hein. 2017, juste ici, on remet le petit coup de grâce, parce qu'on n'a pas dit 1,05$, on a dit 1 dollar. En somme, ils vous ont dit, on le met à 1 dollar et après on le rachète. Ils vous disent, ici, à 1,20$, on va envoyer à 1 dollar, mais à 1 dollar, quand il y est, c'est pas on continue dans les bas-fonds de la stratosphère, c'est on le rachète. Et on le rachète juste ici, 2017. Le plan est prévu, on reprovisionne par rapport à nos perspectives de croissance dans les bilans comptables, etc., nos provisions pour nos actionnaires. Maintenant qu'on a réussi à la target, on vous explose. Alors que ici, c'est extrêmement baissier. Tout le monde disait, la fin du dollar, c'est la fin d'une histoire. Le dollar ne sera jamais au-dessus. Rappelez-vous à l'époque, reprenez des actus, on y était, on se rappelle très bien que le dollar, l'euro ne sera plus jamais, reverra plus jamais les 1,05$ ou 1,10$ ou 1,10€ pour 1 dollar, etc. On est remonté jusqu'à 1,25$. Bon, c'était un plateau, etc. Et on se retrouve sur des extrêmes. J'ai regardé des news réelles, là, depuis quelques mois par rapport à Goldman Sachs. Il ne l'a pas redit. Donc, bon, ils suivent le truc, quoi. Mais ils ne l'ont pas redit, pour le coup, donc je ne peux pas vous donner des informations dans ce sens-là, ou peut-être que je ne les ai pas trouvées. On se le partage dans le Discord si jamais on était ici et que Goldman Sachs ou JP Morgan disaient bah, on retournera sur une parité euro-dollar. C'était pour le coup difficile à prédire. Mais eux l'ont dit ici, ils ne le disent pas en réalité. Quand ils vous disent quelque chose, ils le font. C'est ça que j'aimerais vous témoigner en réalité. Donc il y a des choses quand même à prendre, pas forcément avec des pincettes, et peut-être éventuellement de les écouter. Le S&P 500 pourrait tomber aux 2450 points. C'était pendant le crack Covid, c'était le 11 mars 2020. Goldman Sachs, d'ici juin. On reprend dans cette petite didactique, je trouve ça extrêmement intéressant. Ils vous disent quoi? Ils vous disent exactement la même chose. Ils vous disent on va racheter le S&P 500 à partir de 2450 points. Est-ce qu'ils ont racheté, oui ou non, le S&P 500 à partir de 2450 points? C'est pas il va tomber. En fait, quand vous entendez il va tomber, il vous donne des targets de prix, dites-vous que c'est ici en réalité et que Goldman Sachs sort les taureaux pour acheter à 2450 points. On se le met ici, 2450 points. Ils vous disent, on achète debout sur la table. Voilà. Est-ce qu'il est beaucoup allé en dessous, le S&P 500? Là, on le constate, ça. Mais lorsqu'il était ici, c'était le 11 mars, il est descendu jusqu'à 2220 points. Mais Goldman Sachs a dit, voilà, ici, je sors les taureaux, là. Et ben, les taureaux de Goldman Sachs, ils ont bien réussi à rattraper le truc, ils se sont envolés avec le machin. Année record, augmentation de la rémunération des dirigeants, on compte plus les centaines de millionnaires qui travaillent en tant que salariés chez Goldman Sachs, ça va vous continuer la musique. Société Générale, en ce moment, reprenez les petites news, ils n'ont jamais eu autant de millionnaires au sein de leur entreprise depuis la crise de Covid. Les salariés millionnaires de la Société Générale, vous ne les comptez plus. Bon, voilà, juste pour vous... vraiment, j'ai envie d'appuyer ça. C'est pas parce que vous voyez des news comme ça passer, en réalité, ils vous donnent des targets de prix. Bon, Hermès, vous allez me dire, c'est gentil, tout ça, mais nous, ce qui nous intéresse, on s'en fout de Goldman Sachs, on s'en fiche un peu du S&P 500, nous, ce qu'on veut, c'est Bitcoin. On y arrive. On va y arriver à Bitcoin, il n'y a pas de problème. Ça, c'était quoi? Les stratèges de Wall Street sont-ils trop négatifs pour 2022? Oui, on s'en fiche un peu, c'est pas très très grave. On revient. On continue de vendre, la chute continue. Où est-ce que j'avais vu ça? Je sais plus trop. Voilà. Cependant, les prédictions, je vous le passe très rapidement par rapport à l'UST, parce que ça, c'était avant l'UST, il y avait des targets, etc. Donc, les prédictions de Goldman Sachs d'un prix de 100 000 $ sur Bitcoin se font plus rares. Mais ils ont prédit un Bitcoin à 100 000 $ dans les 5 prochaines années. Il y a 1 an, en arrière à peu près, pendant toute la remontée du S&P 500 et un peu de la reconsolidation, c'est à peu près là, hein. Grosso modo, on était ici, JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Bitcoin à 100 000 $. Bon, ils ont essayé de l'envoyer, il revient, etc.
un peu compliqué. Alors ici, JP Morgan, pardon, je vous l'avais dit, Bitcoin, le prix juste de Bitcoin, c'est 35 000 $. On est venu exactement à 35 000 $. Et ici, dans cette consolidation, pardon, c'était Goldman Sachs, JP Morgan, Bitcoin, 100 000 $. Ok, super important. Pardon, c'était pas ici, c'était bien ici, dans cette structure. Ce qui me permettait, moi, de me rassurer, encore une fois, et potentiellement de vous rassurer dans un vecteur plutôt bullish. Bon, bah, malheureusement, on était peut-être un petit peu trop nombreux à être bullish, et on s'est fait un petit peu punir, mais on n'est pas parti à 15 000 ou 10 000 $, jusqu'à preuve du contraire, à l'heure où je vous parle. On continue dans l'idée, toujours par rapport à Bitcoin, hop, on saute du nœud. Le Bitcoin commence mal l'année, mais Goldman Sachs, lui, prédit un avenir radieux. On continue dans l'idée. Alors qu'il avait mal commencé, on a retracé de plus de 50%. En fait, Goldman Sachs, sur beaucoup de médias spécialisés économistes, disent on achète du Bitcoin et on investit dans la blockchain de façon massive. C'est le message de Goldman Sachs. Ces gens-là ne perdent pas. Si ces gens-là devaient perdre, ils auraient perdu en 2008. Donc on sait maintenant que par rapport à toute la mécanique économique mondiale, et notamment américaine, ils ne perdront pas, ces gens-là. Voilà. Et on se bat contre eux. Or, eux, si Bitcoin se retrouve à 20 000 $, ça ne les dérange pas. Parce qu'ils l'auront voulu en réalité. Je schématise un petit peu, peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais il faut vraiment partir du principe qu'on n'a aucun pouvoir vis-à-vis de la finance et vis-à-vis de ces gens-là. C'est pas possible. On n'est même pas des puces en fait. On n'est même pas des tiques qui leur grattent les pieds. On est moins que ça. On est peut-être des acariens éventuellement, si vous voulez schématiser par rapport à ces gens-là. Mais vraiment, hein, je rigole pas. Hein. On n'est strictement rien. Donc ça, c'est important. Donc, ce qu'ils disent, pour le coup, ils ont une réputation à tenir et des clients richissimes à satisfaire. Le jour où ils disent à leurs clients, ils commencent à le dire, qu'ils vont proposer des ETF blockchain à leurs clients, c'est qu'ils vont l'envoyer, ces trucs-là, dans la stratosphère. C'est juste mon avis, et encore une fois, c'est ma réflexion par rapport à mon expérience. Parce que c'est facile de dire qu'il ne faut pas écouter Goldman Sachs, il ne faut pas écouter JP Morgan, mais pour le coup, ils sont rarement à côté de la plaque. Ok ? Super important. Goldman Sachs, Elwood réalise une levée de fonds de 70 millions de $, dirigée par Goldman Sachs. C'est un fournisseur d'outils de trading de cryptographique dédié aux institutionnels. Il lève 70 millions de $. Goldman Sachs derrière. Il prépare le terrain. Ces gens-là préparent le terrain. On continue. Selon Goldman Sachs, le Bitcoin va se hisser aux 100 000 $. Pour JP Morgan, c'est pareil dans l'interview. JP Morgan, c'était 135 000 $. Et ils ont rappelé le truc à la baisse. Ils ont rappelé le truc à la baisse, que ça devait retomber aux 38 000 $, un truc comme ça. Bref, ils font ce qu'ils veulent avec, c'est extrêmement volatile, ils le savent, ils le jouent. Et derrière, Bitcoin, c'est 100 000 $ par Bitcoin. Pas de problème pour JP Morgan. Donc en fait, tous les médias mainstream continuent dans ce sens-là. Il y en a d'autres, c'est encore plus loin. Le cours du Bitcoin BTC pourrait atteindre les 200 000 $ en 2022. Avis et prédiction du BTC pour Goldman Sachs. Donc des fois, ils essaient pas trop, mais ils font des trucs qui vont à rien dans l'entendement. Bref. Tous les analystes sont unanimes. Le Bitcoin se situera entre 10 000 $ et 318 000 $ pour 2022. Alors au moins, c'est même plus des... Enfin, quand on lit ça, c'est quand même rigolo pour le coup, mais c'est des vrais analystes. En fait, c'est un truc super diversifié. Donc, si vous voulez écouter des analystes, pour le coup, essayez de prendre 6 mois avant les news, entre guillemets, de JP Morgan et Goldman Sachs, et vous essayez de choper les points bas, quoi. Parce que pour le coup, c'est à peu près ce qui devrait se passer. JP Morgan l'avait évalué à 148 000 $ en novembre dernier, mais l'a ramené à 38 000 $ dans le mois dernier. Enfin, Citigroup, vous voyez, un Bitcoin à 318 000 $ en décembre 2021, et n'a pas révisé cet objectif. On y est ou on n'y est pas ? Citi prévoyait quand même, il n'a jamais révisé son objectif. On leur laisse un an de battement, et après on va pas parler de ARK, etc. Mais bon, grosso modo, on refait un petit peu tout ce que je vous ai dit par rapport à toutes ces news. Je trouvais ça intéressant de vous en parler, parce que nous, on est dans le sang en train de pleurer pour essayer de trouver des points bas à 24 000 $. Eux sont en train de mettre en place les outils financiers, marketing, et on le voit très bien depuis quelques semaines maintenant, et vous le voyez sur beaucoup d'influenceurs qui font plutôt du fondamental ou des petits news, je pense peut-être à Cryptomatrix ou d'autres. En fait, tout va dans le sens où on est en train de préparer le terrain pour le balancer dans la lune. Récession ou pas récession, après ça, pour le coup, on ne peut pas le prédire, hein, d'accord ? Mais grosso modo, c'est l'objectif que moi j'essaie d'entrevoir par rapport à ça. Voilà, très simple. On finira là-dessus par rapport à toutes les présentations, par rapport à les news. J'espère que je vous ai aidé. Encore peut-être un tout petit peu décousu et je m'en excuse. Et on finit cette vidéo par rapport à... juste dernière chose, mais ça je vous l'avais dit très, très souvent. Je vous rappelle qu'on était en novembre ou en septembre 2021. Peut-être 3 à 4 mois avant. Je crois qu'on voilà, octobre ici. On était à 3000 points ou un truc comme ça.
Et Goldman Sachs et JP Morgan avaient dit le S&P 500 de façon relativement unanime. Je crois que Goldman Sachs c'était juste 5000 points et JP Morgan 4800 points au 31 décembre 2021. On se le fait pas, hein, très bien. On se met le 27 décembre 2021, le S&P 500 est exactement proposé son top de marché à 4800 points. Bon, je ne peux pas être plus précis que ça, quoi. Enfin, eux ne peuvent, pour le coup, pas être plus précis que ça. Donc j'attends juste la news, et dès que vous la trouvez, si Goldman Sachs dit Bitcoin sera à 137 000 $ à la fin de l'année 2022, vous me le dites, on se le partage dans le Discord, je le mets sur le Twitter, et puis on part du principe que juste en dessous des 137 000, on vend, quoi. On vend de façon soutenue. D'accord ? C'est un peu l'idée, voilà, c'est juste des pistes de réflexion. Comme ça ne permet pas d'être toujours derrière les écrans, mais c'est plutôt positif ce que je vois encore une fois sur ce marché des crypto-actifs. Je vous montre le timing parfait. On va aller juste à côté. Par rapport à ce drapeau, il y en a beaucoup qui l'avaient repris dans YouTube et dans les commentaires des rois du Bitcoin. En fait, ce drapeau, moi, je ne le prendrais pas sur une target de AB égale CD, parce que beaucoup le prennent en haut ici. Vous voyez ? Beaucoup le prennent comme ça, d'accord ? Et le prennent comme ça. Ratour, 15 000 $ ou je sais pas trop quoi. Bon. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je prends les drapeaux et les patterns par rapport à des conditions de tendance et de suivi de tendance. Or, vous voyez juste ici en weekly, vous l'avez sur plusieurs échangeurs, vous avez un high, vous avez un low ici, vous avez un high ici, vous avez un low et vous avez la mèche qui vient juste au-dessus de la précédente. Vous voyez, juste ici, mais elle vient de quelques dollars en fait, elle vient chercher une toute petite poche de liquidité. Dès lors, ici, on a tenté en fait de retourner la tendance. Donc je ne peux plus partir du principe qu'on a un énorme drapeau ici parce que les drapeaux et les patterns, je ne les prends uniquement que dans la tendance. Parce qu'en fait, on cherche des retournements de tendance, des continuations de tendance. Or, ici, j'ai eu en fait une anomalie de marché par rapport à ma tendance. J'ai regardé sur plusieurs échangeurs. Dès lors, je prendrai ce drapeau, comme ça je vous donne moi comment je les traite. C'est pas forcément la meilleure solution, je vous le cache pas du tout, il n'y a pas de problème avec ça. Je voulais juste que pour moi, ce drapeau a été parfaitement confirmé aux 29 000 ou 30 000 $. Je ne jouerai plus ce drapeau. Si je devais jouer ce drapeau, je l'aurais joué dans ce sens-là. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Par contre, on a toujours dans notre ligne de tendance, donc très probablement qu'on aura une résistance sur les 35 000 $. Ça revient sur notre gap haussier. Vous vous rappelez qu'on parle beaucoup des confluences. Mais il y a un truc que je joue beaucoup, moi, et qui fonctionne plutôt pas mal. Ce sont en fait des targets de ratio de 1 pour 1 en AB égale CD. Ici, vous avez un AB, et je vais l'attendre à CD. Juste ici. Je prends par rapport à mon top de marché, vous vous rappelez, les 48 172 $. Qui me revient sur les 12 000 $ sur une poche ou un petit creux dans le volume profile. Et je me dis, mince, si ça vient, entre guillemets, à se produire, je serais un tout petit peu embêté l'histoire, quoi. Ouais, mais il y a un trade à prendre, parce que peut-être qu'il n'est pas fini ce trade. Puisque vous êtes 85%, je dis vous, mais nous, avec un N majuscule, je me mets dedans, il n'y a pas de problème, on pense que ça va descendre probablement à 20 000 $, voire sous les 20 000 $, etc. Bon, l'objectif à court terme des marchés financiers, c'est d'aller chercher des poches de liquidité et de faire le contraire de ce que la majorité pense à l'instant T est fait. Parce que le penser c'est une chose, le jouer en est une autre. Si vous achetez actuellement massivement du Bitcoin, l'objectif c'est de vous faire capituler pour aller chercher vos Bitcoins si vous étiez un petit peu trop pressé, notamment un levier, de vous les faire vendre un tout petit peu plus bas. Ok, sauf que c'est probablement pas ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes pas en train d'acheter du Bitcoin pour la grande majorité d'entre vous, ou d'entre nous, potentiellement qu'on attendra des structures de marché, d'où la potentialité d'un V-bottom qui est mené à être retesté, et vous avez une entrée parfaite que tout le monde voit, qui est ici. Exactement sur la neckline de ce magnifique W en weekly. Trimestriel, pardon. Weekly. Oula, on y est parti. Dès lors, on peut faire un petit truc, un pied de nez à cette target de AB égale CD pour juste la déplacer comme ceci. Et si on la déplace comme ceci, cette target de AB égale CD, ça donne quoi en réalité ? Ça donne un truc qui est assez intéressant. Et rassurez-vous, je vais après vous expliquer, je vous tire pas la traîne comme ça. Après, je vous explique pourquoi et en quoi ça s'est déjà produit en réalité, ce type de choses. J'efface ce petit drapeau. Pour moi, il a été confirmé, validé, donc je ne le prendrai plus en compte. Mais vous pouvez continuer, vous, de votre côté, il n'y a aucun problème, je le rappelle. Ok, pas de problème. Derrière, on part en V-bottom. D'accord ? On va chercher, au lieu d'aller chercher les 20 000 $ que tout le monde voulait acheter à 20 000 $, l'objectif, c'est de vous faire acheter plus haut. Les market makers et les institutionnels, la smart money, ont pour objectif de vous faire acheter plus haut. Pourquoi ? Parce que si vous achetez plus haut et si nous achetons plus haut, ils nous vendent plus cher. Ni plus ni moins. Et eux ont les capacités financières de pousser ce marché. Dès lors, on irait chercher un magnifique cluster et une poche de liquidité complètement logique par rapport à ses précédents highs dans une boîte de Pandore, mais de vendeurs agressifs à découvert. Dès lors, on retournerait ce marché
Et ici, on irait chercher un espèce de Black Swan ou ce que vous voulez. Et je vous le dis et je le répète, généralement les Black Swan ou des choses comme ça, ce sont des choses qui sont improbables, impromptues, qu'on subit et qu'on prend violemment dans la tronche. Donc en somme, mon Black Swan, il aurait plutôt presque été comme ça, vous voyez? Même un truc comme ça, mais bon, on va laisser comme ça pour être raccord. Dès lors, ça égaye mes dires, Pourquoi? Parce que si je viens tirer mon Fibonacci, on ne serait pas revenu dans une zone de rechargement de vente logique. Or, beaucoup de personnes shorteront très probablement ici ou prendront des profits. Intéressant ou pas intéressant? Donc, on ferait un pied de nez, on reviendrait aux alentours des 0,5 ou juste en dessous des 0,618 et on irait flush le marché. Dès lors, les Elot Waves et les Elotistes, seront confortés dans ce que je dis puisque vous avez des targets aux alentours des 35 000, mais il ne faut pas que ça vienne au-dessus des 48 000. Bon, là, ça viendrait au-dessus des 48 000, ce qui ferait potentiellement une invalidation de votre plan court terme, mais je vous fais confiance et je fais confiance 100% à votre discernement pour refaire des plans qui seront peut-être plus adaptés à la situation, puisque les éloquettes, ce ne sont que des probabilités qu'on tend en fait à valider ou à confirmer dans le temps lorsque celles-ci se valident et se confirment. Bon, c'est un peu compliqué à jouer, mais certains les jouent, et vous avez probablement bien raison si ça permet d'aligner et de supprimer toute forme de stress. Donc je trouvais ça très intéressant par rapport à cette fractale, qui nous donnerait un AB égale CD, qui prendrait un pied de nez à tout le monde, ceux qui veulent acheter plus bas, et ceux qui veulent potentiellement vendre plus haut. Et lorsqu'on sera ici, partez du principe qu'il y aura énormément de puissance vendeuse, parce que tous ceux qui sont en train de m'écouter, qui ont acheté ces suivis de tendance en W-weekly, qui n'ont pas capitulé, que ce soit sur Bitcoin ou sur les cryptoactifs, vous allez probablement sortir beaucoup de vos cryptoactifs à break-even ici. Donc il y aurait une pression vendeuse ici. Et potentiellement, cette pression vendeuse, on vous prendra au pied de nez. On ne vous laissera pas 10% ou 20% d'augmentation. On prendra soit break-even, c'est ta chance de la vie, et derrière, vous irez le vendre beaucoup plus bas. Donc en fait, c'est très difficile psychologiquement de vivre ça. En réalité, c'est le pire scénario qui pourra arriver. Bizarrement, potentiellement, peut-être relativement probable. Ok? Pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est déjà arrivé, ce truc-là? On ne vient pas chercher les précédents necklines de W-Weekly, on fait une structure, parce qu'en plus, on est sympa, hein. Si on ne fait pas un V-bottom, potentiellement, on fera un joli W-Weekly, peut-être pas très joli, pour aller chercher ces targets et flusher le marché. Bah, c'est déjà arrivé en réalité. Hein. Et regardez, c'est arrivé juste ici. Hein. Je vous montre pas. Regardez ça. On va chercher, on imagine que ici, c'est mon magnifique W-Weekly, qu'on reproduit ici, vous l'avez juste là. Derrière, on va chercher un magnifique W-Weekly, on part en l'air, on fait un flush de marché, on vient chercher les précédents lots d'un précédent petit W-Weekly qui n'était pas très joli pour le coup. Ok, juste ici, vous le voyez, c'est le rebond qu'on a eu et nous on a eu un W-Weekly. Derrière, on le flush, on vient casser les précédents lots. Ici, c'est Bitcoin dans la mort. Je vous fais la fractale, hein, elle est juste ici en réalité. D'accord ? Je vais vous le zoomer. Donc ce petit truc ici, c'est exactement ceci. On vient chercher le premier arrêt, on est allé juste en dessous d'une zone de rechargement des ventes. Derrière, on structure un W-Weekly. Dès lors, derrière, on structure un W-Weekly. C'est pas aussi long, mais vous avez compris l'idée. On fait le rebond, et on flush Cracovide. Et on flush. Fractal. En somme, ça correspondrait exactement à ceci. On se la fait courte, mais ce serait potentiellement ce type de choses. Voilà. Hop. Exactement. Pardon, c'est pas ça. Voilà. Ce type de choses, excusez-moi. Voilà. Si vous voyez un truc comme ça, est-ce que ça vous ferait pas très mal aux dents? Alors l'objectif, c'est pas d'aller trop bas non plus. Pour aller potentiellement tester cette tête-là, et après, voilà, on peut imaginer le trade parfait, quoi. Vous voyez, hop, juste ici. Je vais le remonter un tout petit peu. Voilà, un truc un peu comme ça. Là, c'est pas mal. On vient chercher en fait les précédents lots. C'est ma réflexion. Hein. Par contre, je le joue, ça. Si Bitcoin revient ici, je couvre fortement mon capital d'investissement et j'aurais pris un peu d'argent pour le coup. Il n'y a pas de problème. À quel moment je mets en place ce type de scénario? Extrêmement simple. Si on vient clôturer une bougie en weekly pour ravaler la bougie précédente, ça veut dire qu'il faut que je clôture une bougie en weekly juste au-dessus des 34 300 $. Donc si la bougie est verte ici, d'accord, j'aurai un premier signal de pattern de retournement. C'est exactement ce qu'on avait potentiellement vu ici. C'est potentiellement ce qu'on avait vu un peu plus bas. Enfin, on le voit souvent, ça. Hein. Vous pouvez regarder un petit peu, voilà. Ici, vous avez à peu près la même chose. Je sais, voilà. Ici, vous avez potentiellement la même chose. Vous avez un magnifique WDLI. Vous avez le ravalement de la bougie. Ici, pardon, vous avez la même chose. Alors, vous n'avez pas la structure. Bref, regardez ces patterns. Ce sont des bougies, en fait, de ravalement qui sont relativement haussières et notamment au weekly. Ici, celle-ci est très jolie. Hein. Personne n'y croyait, mais celle-ci est très jolie pour le coup. Bravo à tous ceux qui l'ont joué pour le coup. Et ceux qui étaient un peu plus patients, vous avez pris un tout petit pullback. Le W-Weekly, vous l'avez. Mais techniquement, peut-être que comme tout le monde va voir ça derrière, pour dire c'est la même chose,
et ben en fait ce sera pas la même chose. En réalité, le dead can bounce que tout le monde voulait voir, et ben peut-être qu'il va se produire ici, parce que je peux vous garantir que la mémoire des marchés financiers n'est pas si longue que ça. La mémoire en fait elle va regarder ce qu'on a sous les yeux, on va regarder ça. Donc tout le monde va dire ok c'est bon, ça ne partira pas plus bas. Derrière on continue à accumuler, on longue ce marché très très fort, c'est le dip, ici ça a fait la même chose, boum. Voilà, ça c'est un scénario entre guillemets bien méchant qui pourrait potentiellement nettoyer tout le monde. Ce que je veux juste vous dire en fait dans ma didactique, c'est qu'il est peu probable de vous donner la possibilité de rentrer à 20 000 $, les doigts de pied en éventail, pour derrière en fait aller partir to the moon. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, j'ai juste que c'est finalement le moins probable, quoi. Tout simplement. Le marché est dur et violent. Et à chaque fois qu'on fait des scénarios, bah, en fait, s'ils se réalisent, autant les jouer, mais s'ils ne se réalisent pas, et bah jouer les deux. Attendez, des structures ici en W Weekly, moi j'achète ici, il n'y a pas de problème. Et je prendrai mes profits à 110%. Parce que si le truc fait ça et fait ça, je m'en fiche complètement parce que là j'aurais largement pris mes 110% sur beaucoup de mes cryptoactifs que je rechargerai, notamment sur Atom, notamment sur les GLD, sur Solana, qui sont tous dans des zones de rechargement d'achat long terme, etc., etc., etc. J'espère que je vous ai aidé. Je pense qu'elle a duré extrêmement longtemps cette vidéo, je suis extrêmement désolé. On fera des vidéos beaucoup plus courtes à partir de jeudi. Ok. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Une excellente journée, parce que je posterai cette vidéo à 7h du matin. Et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo plus courte des rois du Bitcoin. On parlera de pas mal de cryptoactifs cette fois-ci, mais plus courte. Ciao.